Bien, bonsoir à tous. Clément Aubin et donc moi-même Alexandre Cato allons vous présenter un peu l'infrastructure réseau d'Attila ainsi que les différents services du coup proposés. Tout d'abord, ce talk est réalisé par l'équipe des administrateurs système. Donc en plus de Clément et moi-même, vous trouverez Julien Berthe, Valentin Famelard et José Alexandre Maillan. Merci Paps. Et dans un premier temps, je vais laisser Clément vous donner quelques informations chiffrées sur l'infrastructure. Ok, alors pour faire un rapide summary de ce qu'on a fait cette année et où on en est actuellement. Actuellement, on dispose de 5 serveurs physiques qui sont stockés en TG, une quarantaine de serveurs virtuels, on tourne plus autour de 36-37. Et en salle 106, on dispose de pas mal de PC pour faire des tests en fait, avec 2-3 qui sont un peu plus intéressants, qui hébergent des services qui sont un peu cruciaux, notamment pour les membres, genre Hydra. Et finalement, au cours de cette année, on a fait grosso modo 2 refontes majeures de l'infrastructure. Ça veut dire changement des IP des serveurs, changement des zones DNS, enfin en profondeur on va dire. Et on a à peu près quadruplé la mise en production de services. Bien, donc on va dans un premier temps vous parler des différents services qui sont proposés par Attila et on va vous parler de virtualisation qui est l'outil principal en fait qui lui permet de délivrer ces services et on vous parlera ensuite de l'infrastructure réseau en elle-même en détaillant les 2 sous-réseaux principaux d'Attila. Ok, alors la première chose qui est assez importante et qui justifie en fait notre manière de gérer actuellement le réseau, c'est que nous souhaitons en fait proposer à l'association un réseau qui soit déjà le plus enterprise grade possible et surtout qui ne pose pas de frein au développement des projets de l'association. On ne veut surtout pas que d'un jour à l'autre, si un utilisateur, si un membre de l'association veut mettre en production une de ses applications, que l'infra soit un frein pour lui, parce qu'on n'est pas organisé, etc., etc., etc. Alors, rapidement, pour faire le tour des services qu'on propose actuellement, on a 4 serveurs de base de données qui nous servent, qui généralement centralisent tous nos services. On a donc de multiples plateformes de gestion de projet. Ça va du Kanboard au Taiga, au Fabricator. Ça, c'est parce que, bon, généralement, tout le monde a... Enfin, chaque membre a son petit avis concernant la meilleure plateforme de gestion de projet à utiliser. On a aussi un serveur d'intégration continue, donc Jenkins, qui fonctionne notamment sur les versions actuelles d'Estium.net, enfin la dev et la pré-prod, sur Learn, sur attila.org, sur notre CDN. Et aussi, on propose donc l'hébergement de plateformes associatives. Donc ça va par StayEye, SpinST. Maintenant, on va passer sur Freakout. Et puis donc 2-3 autres services qui traînent par-ci par-là. Donc ça va être un serveur de clé PGP, notre serveur de mailing, donc list.attila.org, etc. Bien. Donc comme vous l'avez entendu et vu, pas mal de services proposés par Attila. Pourtant, on vous a dit qu'on n'avait qu'un nombre assez limité de serveurs. Et la solution pour faire tourner tous ces services sans qu'ils se marchent dessus, sans qu'ils manquent de faire tomber toute l'infrastructure, c'est d'utiliser la virtualisation. La quasi-totalité des services, notamment des services web et des applications développées par les membres qu'Attila héberge, sont hébergés sur des machines virtuelles. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, une machine virtuelle, c'est en fait un système d'exploitation qu'on fait tourner au sein d'un autre système d'exploitation. Et ça permet en fait de définir la quantité de mémoire, de corps de processeur et d'espace disque qu'on va attribuer à telle et telle VM pour Virtual Machine. Et en l'occurrence, à Attila, le serveur de virtualisation, c'est Laika, on va vous en reparler. Et on est sur une configuration générale de 1 corps de processeur par VM, 256 mégaoctets de RAM par défaut et dans les 5 gigas d'espace disque. Notre hyperviseur, donc le programme qui va gérer toutes ces machines virtuelles, se trouve être XenProject. C'est un projet collaboratif de la Linux Foundation qui a donc l'avantage d'être présent dans les dépôts de la majorité des distributions, en tout cas des grandes distributions GNU/Linux.
et qui permet donc qui s'installe de façon assez simple et sans poser trop de problèmes. Bon, il y a plusieurs façons de faire de la virtualisation. Ceux qui ont testé les plus standards comme VirtualBox, comme QEMU, vont peut-être un peu dans un premier temps déstabilisés par Xen. Là, le concept, c'est de faire de la paravirtualisation. C'est-à-dire que, contrairement à ceux que j'ai cités précédemment, où les machines virtuelles vont émuler entièrement un ordinateur avec son propre BIOS, ses propres périphériques, les logiciels de paravirtualisation envoient directement les ressources matérielles aux VM. Elles n'ont pas de BIOS, elles tournent comme des processus en fait, directement au sein de l'hyperviseur. Et ça, c'est possible grâce à un noyau Linux modifié qui est utilisé par les machines virtuelles. Cela permet, bien entendu, d'atteindre des performances optimales, pour ne pas dire quasi parfaites, comme si le service tournait directement sur le système hôte, en gardant les avantages de la virtualisation qui permettent donc de rendre indépendants les différents services. À noter que Xen utilise les volumes logiques, ce qui nous permet, en plus, pour améliorer la sécurité, de bien séparer, en termes d'espace mémoire, les données des différentes machines, et ça permet que la corruption de l'une n'entraîne pas celle des autres. Ok, donc pour parler un peu plus de notre infrastructure, après la virtualisation, quelques informations générales. La plupart de nos systèmes fonctionnent sous Debian. En fait, 100% de nos systèmes fonctionnent sous Debian. Généralement, alors ça peut être du Wheezy. Pour les systèmes qu'on n'a pas réinstallés au cours de cette année, il faut savoir que sur nos 5 serveurs, on en a réinstallé 3 depuis le début de l'année. Donc on a encore Laika et Rantanplan qui restent. Sinon, donc, tout le reste fonctionne sous Debian Jessie. Il y a encore quelques VM qui sont sous Wheezy, qui sont Renegade, mais voilà. Sinon, on pensait passer petit à petit sous CentOS dans les mois, les trimestres qui vont suivre, tout simplement parce que ça nous permettrait peut-être de faire de la gestion un tout petit peu plus fine de mémoire et d'avoir des systèmes un tout petit peu plus légers. Mais c'est encore quelques problématiques qu'on voudrait justement explorer. Parlons maintenant de Laika. Alors Laika, comme l'a dit Alexandre, c'est grosso modo notre serveur principal. On va dire qu'il concentre à peu près 95% de l'infrastructure. Parmi les services qu'il propose, outre la virtualisation, il va nous servir de serveur DNS. Il faut savoir qu'à Attila, donc on possède 2 noms de domaine de manière permanente, attila.org et estien.net. À partir de là, on va faire donc tous nos sous-domaines qui vont nous servir donc, pour nos projets. C'est un serveur DNS qui intègre donc des résolutions internes et externes, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne va pas vous sortir la même adresse, enfin pas spécifiquement, si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau de l'ESTI. Et donc nous disposons aussi d'un serveur DHCP. Ça, c'est une nouveauté. Donc la semaine dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on était sur un système en fait, où toutes les VM avaient des IP fixes sur notre réseau. On reviendra sur l'adressage IP un peu plus tard. Et donc on est passé sur un adressage totalement en DHCP. Ça nous permet tout simplement de bouger des VM un peu plus rapidement, parce qu'il faut savoir que sur les configurations Xen, on est censé modifier les IP statiques des VM si c'est le cas. Et finalement, Laika nous sert aussi de passerelle réseau depuis début novembre, je crois. Tout simplement parce qu'en fait, Laika a Wikidefix, donc Idefix qui est un autre serveur qu'on a en TG, sont les 2 seuls serveurs de notre infrastructure à posséder des IP publics. Donc en fait, c'est les 2 seuls serveurs sur lesquels on peut définir des passerelles. Idefix au début était notre passerelle principale. On a décidé en fait pour le reformater de changer la passerelle sur Laika, donc ça l'a chargé un tout petit peu plus, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Cependant, donc, on pensait peut-être remettre Idefix en tant que passerelle redondante justement pour aider Laika à gérer la charge et surtout si Laika tombe, qu'on ait toujours un accès Internet. Donc, en plus de tout ça, Laika nous sert aussi de serveur web frontal. C'est-à-dire que toutes les applications web qui tournent sur les différentes machines virtuelles, voire sur d'autres serveurs physiques, vont en fait faire passer toute la partie front, toute la partie contact avec l'utilisateur par Laika. Comme c'est déjà lui qui fait la passerelle et bien d'autres choses, ça permet de centraliser les accès à l'infrastructure. Et du coup, donc, toute la partie web va passer par Laika. Au passage, il sert aussi de serveur de mail.
en tout cas principal, mais pour ne pas dire quasi unique. C'est-à-dire que tous les mails de log, justement, qui sont envoyés par les différentes machines vont passer par Laika pour partir. Vous comprenez bien que quand on vous dit qu'il fait 95% de l'infrastructure, on n'est pas en dessous de la vérité. Là, si vous regardez cette image, là vous avez Laika. Oups. Et puis là, vous avez les autres. Bon. Du coup, il y a quand même une question qui se pose, c'est lorsque on fait des opérations sur Laika, par exemple, à tout hasard, lorsqu'on met à jour Laika, lorsqu'on reboot Laika, est-ce qu'on risque de foutre en l'air toute l'infrastructure? Oui. Est-ce qu'on fait quand même les mises à jour sur Laika? Oui. Et est-ce qu'on le reboot après les mises à jour de noyau? Oui. Parce qu'on part du principe que si les développeurs et les maintainers des systèmes d'exploitation push des mises à jour, notamment des mises à jour de sécurité dans le cas des noyaux, c'est bien parce qu'elles servent à quelque chose et que ça permet comme ça de conserver l'infrastructure parfaitement sécurisée. Je rappelle que quand on parle de noyaux, du coup, on a tout le système, y compris toutes les VM qui tournent avec. Donc c'est pas peu dire. Et de toute façon, chaque fois qu'on reboot Laika, chaque fois il repart. Donc où est le problème? Alors, et les autres? Parce que bon, 95% de l'infrastructure sur un serveur, on pourrait se dire, bon, à quoi servent les autres? Alors, en l'occurrence, en ce qui concerne donc la salle serveur en Turing, Rantanplan héberge estien.net, en tout cas pour l'instant. La nouvelle version devrait tourner sur des machines virtuelles, mais la version actuelle est toujours sur Rantanplan. Snoopy nous sert de serveur de test matériel. Donc quand on doit tester des choses importantes ou qu'on ne peut pas, pour une raison X ou Y, virtualiser, ben, on passe sur Snoopy. Idfix, comme l'a dit Clément, était un ancien serveur principal qui faisait notamment passerelle. On compte vraiment faire un serveur redondant, au moins pour la passerelle et peut-être pour d'autres services, comme le DHCP, car on a mis donc ça en place très récemment. L'air de rien, si ce service tombe, maintenant, on peut être un peu embêté aussi. Donc ce serait intéressant de le dupliquer. Le dernier serveur qu'on a, c'est Milou, et il sera le serveur de log nécessaire à l'association depuis peu de temps. Je ne fais pas un dessin. À noter d'ailleurs que Milou héberge aussi maintenant un service Puppet qui nous permet de faire de la configuration, disons, massive de tous nos serveurs, notamment les machines virtuelles, lancer différentes opérations telles que les mises à jour en une seule fois pour 40 machines, c'est worth it, je vous assure. Pour l'instant, on s'en sert que sur les VM, mais on compte l'externaliser un peu et faire passer l'intégralité des serveurs là-dessus. Ok. Donc maintenant, parlons rapidement de la configuration IP et DNS de l'infra des serveurs, toujours. On parlera de la salle 106 un peu plus tard, et très rapidement. Nos serveurs sont stockés donc, sur la plage IP 192.168.10.0/24. Il faut savoir que très récemment, justement, quand on a passé l'événement DHCP d'ailleurs, donc il y a une semaine, on a effectué un deuxième découpage du réseau. En fait, on a défini des sortes de sous-réseaux qui n'en sont pas vraiment. On a défini des zones sur lesquelles iraient les VM. C'est-à-dire qu'on a une zone pour les VM qui sont des VPS, une zone pour les VM de prod, de test, de pré-prod et de dev. On a organisé les VM de telle manière à ce que si un jour on a besoin de faire un nouveau découpage réseau, on n'est pas à bouger les VM, en fait, on est juste à changer leur masque sous réseau et hop, elles vont sur un réseau en particulier. Tout ça pour dire donc, que ça a engendré aussi, dans un besoin de cohérence, un remaniement des sous-domaines donc, du DNS, qui a d'ailleurs fait râler certaines personnes. Donc en fait, maintenant, on a une gestion du DNS qui est plutôt simple, et vous pouvez le tester si vous êtes donc soit à l'ESTI, soit à TILA. Enfin, de toute façon, maintenant, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous avez un serveur, par exemple, qui est un VPS, que votre VPS s'appelle A, eh ben, vous allez accéder à votre VPS par a.vps.infra.tila.org. Alors, vous allez dire, oui, c'est peut-être un peu long, mais au moins, ça nous permet d'être relativement logique.
Il faut savoir que ça, c'est une idée qui a été donnée notamment par la DOSI. Ça nous permet en fait d'avoir, quand on travaille sur un serveur, d'avoir un bash qui nous donne le nom du serveur et donc sa zone. Et ensuite, sur son FQDN, on peut faire un traitement donc, au niveau de sa zone, mais aussi au niveau du FQDN en fait. Donc ne pensez pas que la répétition, typiquement dans mon exemple de limesurvey-prod.prod.infra.tilt.org, la répétition de prod n'est évolue en fait, et c'est dans des besoins de cohérence. Voilà, donc ça c'était pour l'infrastructure serveur. Il reste l'autre réseau, qui est donc la salle 106. Bon, réseau un peu moins important depuis peu, mais il y a donc un serveur principal en salle 106, qui est Hydra, qui sert donc de passerelle pour ce sous-réseau. Il envoie donc, il retransmet les différentes requêtes vers l'extérieur, enfin, du moins il le faisait au niveau des internets jusqu'à peu. Bon, il permet bien entendu de se connecter, c'est Office de DHCP, de DNS pour toutes les machines qui doivent se connecter en salle 106, que ce soit des serveurs ou des PC de membres qui arrivent, qui se connectent par câble, par Wi-Fi. Tout est géré bien sûr par Hydra. Il sert également de serveur PXE, ce qui permet en fait à toute machine sur son réseau de démarrer en réseau à travers différentes images qui sont posées sur Hydra, notamment des images en fait, d'installation Linux pour pouvoir reformater rapidement, facilement et sans faire de bêtises toute machine qui se trouve en salle 106. Alors, une petite note amusante, c'est donc un serveur plutôt important qui tourne sur un système extrêmement stable, qui est une Debian Unstable et SID pour Still in Development, si vous ne connaissez pas. Vous imaginez la stabilité de la machine. On se prend des mises à jour tous les jours, mais à part ça, ça passe très bien. Et il y a, on en a parlé au début, plein d'autres serveurs en salle 106. On a des machines de test pour découvrir de nouveaux systèmes. Actuellement, on est sur OpenBSD. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des clusters de Mac, enfin plein de choses très amusantes pour faire des tests. Ok, donc rapidement pour conclure, on ne pouvait pas conclure sans remercier les vrais admins de cette école qui nous aident pour bien 60% de ce qu'on fait quand on a des interrogations. Donc merci à Florent Charton qui est là, à Yannick et donc à Didier. Il faut savoir que donc en plus de tenter de faire une infra de plus en plus stable au niveau logique, on va essayer de récupérer de nouveaux serveurs. On essaie de mettre en place donc depuis novembre un partenariat avec Lenovo de manière à pouvoir en tant qu'association pouvoir récupérer quelques serveurs. Et donc dans ce cas-là, on pourrait répartir un peu plus la charge au niveau de notre infrastructure. Vous pouvez penser donc certainement que voilà, bon, on a 4 serveurs, enfin non, on a 5 serveurs. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas les 5 en virtualisation et pourquoi est-ce qu'on ne transfère pas les images des VM sur les 5 tout simplement parce qu'en fait les 4 autres sont trop vieux et que les 4 autres ont respectivement 500, 500, 1 et 2 gigas de RAM. Enfin, donc, au début c'était 500 mégas bien évidemment. Et donc du coup ça pose quelques problématiques et il est vrai que à part Laika et Milou actuellement on a tendance à délaisser le reste des serveurs tout simplement parce que on pense que les performances ne sont pas spéciales, enfin ils ne répondront pas spécialement aux exigences qu'on a actuellement avec notre environnement virtualisé. Très bien, donc c'est la fin de cette présentation. Est-ce que vous auriez des questions ? Ah oui, ok. Merci pour ce talk. Et merci pour... Enfin, moi, j'ai pas spécialement de questions, mais je voulais juste dire que votre présentation d'aujourd'hui, elle résume bien le travail qui a été fait depuis septembre et que c'était un travail nécessaire dans le sens où, et on s'en est aperçu avec les problèmes récents qu'on a eus en salle 106, c'était un travail nécessaire dans le sens où on est une association qui grandit. Et qui dit association qui grandit, dit il faut mettre des nouveaux moyens en place pour pallier à tout un tas de problèmes, notamment au niveau de l'admin 6. Et je pense que vous avez commencé à déjà
bien répondre à la question au niveau des différents travaux qui ont été mis en place et au niveau des différents travaux qui restent à mettre en place. Voilà, merci. Merci. Juste 2 petites secondes pour répondre à ta question. On peut ajouter quelque chose, notamment au niveau de ce qui s'agit du logging, parce que maintenant c'est la grosse problématique. Si on veut retrouver un accès à Internet normal, entre guillemets, en 106, on va devoir déployer des solutions de log au niveau donc, de la salle 106. Au niveau des serveurs, actuellement, on est en train de considérer la mise en place d'un proxy au niveau de l'AIK qui nous permettra en fait, de filtrer le trafic sortant des VM. Et ça nous permettrait possiblement, en fait, quand un utilisateur, enfin, quand on donne l'accès en route à une VM à quelqu'un, ça pourrait être une association, ça pourrait être juste un membre, qu'on puisse toujours pouvoir qu'on puisse déterminer en fait qui a fait quoi. Après, c'est toujours dans cette idée de récolter le plus d'informations sur l'utilisateur pour dire que c'est toi qui as fait ce genre de problème quand on reçoit des lettres. Voilà. Du coup, moi j'ai une question sur l'AIK. Est-ce qu'on a des backups? LOL, nope. D'accord. Et du coup, ma question, ce serait si jamais on veut mettre en place un système de backup, comment tu t'y prendrais? Alors, il y a 2 solutions, grosso modo. En fait, non, il y en a une qui pourrait être intéressante actuellement et facilement déployable. Ce serait de mettre en place Bacula, donc une instance de Bacula sur l'AIK, qui est en fait un programme qui va... Allô? Ouais, super. Qui va pouvoir en fait sauvegarder certains dossiers de l'AIK sur les serveurs, notamment de la DOSI. Et du coup, ça nous exempte de toute charge, entre guillemets. Mais après, c'est quelque chose qu'il faut qu'on voit avec les admins, donc ça prend du temps. Alors, déjà, merci pour le talk. Et oui, comme le disait tout à l'heure Antoine, on voit pas mal maintenant tout le boulot qui a été fait. Et on voit aussi qu'il y en a encore pas mal à faire d'ailleurs. Mais moi, j'avais une question, un truc que j'avais remarqué quand j'avais, moi, installé l'AIK l'année dernière. Comment vous allez gérer le fait que cette machine, si jamais on éteint un disque dur, on éteint la machine et qu'on sort un disque dur, la machine ne redémarre pas? Alors, ne redémarrera pas en fait. oui, tout à fait. C'est un problème qui est géré d'une manière extrêmement simple. Alors, d'un côté, on va demander gentiment aux admins de ne pas toucher à l'AIK. Ça, c'est le numéro 1. Ou alors, s'ils y touchent, ils n'enlèvent pas des choses. Et d'un autre côté, en fait, nous, on s'engage à ne pas sortir de disque dur de l'AIK. Ah, un jour, ça risque d'arriver. Effectivement. Ce jour-là, on espère pouvoir mettre en place des backups. C'est pour ça que, normalement, on a prévu de mettre en place une solution de backup sous 2 mois. On s'était donné cette deadline en novembre, mais normalement, on va essayer de le faire au plus vite, en tout cas. J'avais une petite question. Merci déjà pour la présentation, c'était vachement cool. Moi, j'y connais rien en réseau, du coup, je suis toujours super amazed dès que je vois des trucs comme ça. Voilà. La question que j'ai, c'est dans le futur, on va dire à moyen terme, dans 1 an ou 2 ans, à quel niveau vous voulez porter l'infra? À quel niveau de flexibilité, de puissance, à quelle échelle vous voulez porter tout ça? Alors, non. Est-ce qu'on va dépasser les 1500 machines virtuelles ou pas? Est-ce qu'on pourra faire de l'autoscaling? Alors, c'était... Attila.org va atteindre les 2 milliards de requêtes par seconde. C'était une problématique qui a été discutée notamment en décembre où on avait possiblement l'idée de mettre du Docker sur des machines virtuelles et après de faire des clusters qui seraient gérés par Kubernetes ou ce genre de choses, Apache Mesos par exemple. Pour l'instant, ça a l'air un peu compliqué étant donné que on essaie d'avoir un truc relativement stable et qui réponde aux besoins des membres. Et on a un peu abandonné l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, concernant les évolutions possibles de l'infra, déjà, comme dit précédemment, ce serait bien qu'on ait des nouveaux serveurs pour faire de la virtualisation, donc pour faire pas du load balancing, mais au moins pour pouvoir transférer quelques VM et décharger l'AIK. À partir de là, créer des nouvelles VM, ça ne nous gêne pas spécialement, étant donné que c'est du 256 mégas de RAM. Ça en prend pas trop. Ça reste très bien pour l'AIK. On peut lui en mettre, je crois, une 20aine encore, donc il n'y a pas de problème. Mais
En fait, le problème, nous, on ne créera pas de VM just for fun. Généralement, c'est quand on a un besoin des membres, en fait. Voilà. Et comme Clément a commencé à le relever, il y a 2 points. Le premier, c'est que, quoi qu'en pensent nos admins préférés, la stabilité, c'est le point le plus important. Et même si des fois on a des idées comme ça qui peuvent paraître un peu sorties de l'hyperespace, d'évolution, d'ajouter de nouvelles choses dans l'infrastructure, il ne faut jamais perdre de vue que on ne peut pas en fait, comment dire, retirer plus de services qu'on va en rajouter. Par exemple, on a cette problématique de Laika qui aujourd'hui fait tourner quasiment toute l'infra. Bon, bah, on ne peut pas trop jouer avec Laika, on ne s'amuse pas trop. Donc ce problème de stabilité en fait est le plus important. Bonsoir, j'avais quelques questions pour vous. CentOS, premièrement, vous partez sur une économie de combien d'espace de RAM par machine de base? Oult. Ok. CentOS, on n'a pas commencé. Bon, on a très peu étudié la question. Cependant, les avantages qu'on trouve actuellement, c'est que ça nous permettrait petit 1 de découvrir des nouvelles choses, ce qui en soi serait plutôt intéressant dans une association où on fait du libre et du alternatif. Et ça nous permettrait aussi de nous débarrasser, si possible. Alors, il faut prenez mes propos avec des pincettes parce que je ne suis pas sûr de ce que je dis. Ça nous permettrait possiblement d'avoir des systèmes qui seraient 50% moins gourmands en ressources. De où tu sors tes ressources qui disparaissent quand tu en as besoin? Pour apporter la petite précision, c'est moi qui ai apporté l'idée de CentOS parce que j'ai réussi j'ai un VPS qui tourne à 2 ou 3 mégas d'occupation mémoire tout le temps. Et si on peut mettre toutes les VM comme ça, 95% des VM, on a gagné. Ok, il faut voir les conditions pour les 2-3 mégas de RAM, mais je pense que c'est pas lié à l'OS qui est dessous, mais la manière dont l'hyperviseur et le système qui est installé. Pour information, je veux bien 2 mégas de RAM. J'ai fait récemment démarrer une Debian minimale qui devait me prendre une vingtaine ou une quarantaine de mégas de RAM sur un OS complet. Bon, de toute façon, c'est pas ça le morceau, mais vous avez l'expérience sur CentOS? Non, pas encore, mais Bon, c'est pour d'accord. ça qu'on... Non, mais allez-y, faites juste gaffe à pas tout exploser en route. Mais j'ai vu que vous faites attention. Merde, pardon. Vous venez voir quand pour les backups aussi? Et dispo cette semaine? Jeudi après-midi. On va voir. Ok. On va voir, normalement, on devrait réussir à trouver un Très bien. créneau. Bon, bah alors jeudi après-midi si possible. Il y a... Je suis désolé, j'ai encore un... Il y a des services que il y a une idée de combien de services vous servez ou pas actuellement? Alors, si on fait On va dire service officiel Attila. Tu vois, je veux pas dire les trucs installés sur les VPS ou les trucs dans ce genre-là. Je parle. D'accord, donc actuellement on dispose de 3 VPS qui tournent. On a 37 machines et donc on a à peu près un service par machine. On a 4 VM qui sont destinés au projet de membres. Et on doit servir en tout en comptant des services qui peuvent être redondants, en sachant qu'ils sont en test et en prod en même temps. On doit être autour de 34-35. Et il y a combien de web? Enfin, quelles parts sont du web, quelles parts sont pas du web? Alors, je dirais qu'à peu près, à l'exception de ce qui va être des serveurs DHCP, DNS, des serveurs mail,
On doit être exclusivement sur du web. On a aussi un serveur IRC, mais bon, ça c'est... À quand le pod Diaspora? Alors en fait, c'est très drôle parce que le pod Diaspora a fait l'objet d'une VM de test qui est restée exactement 4 jours parce qu'elle n'arrêtait pas de cracher. Et en fait, quand on voit que... Alors c'est peut-être un problème de configuration de notre part, mais quand on doit allouer 1 giga de RAM à une VM qui sera utilisée par 2 membres, voire 3, ça nous ennuie un tout petit peu. Mais bon, après ça reste faisable, c'est pas de problème. Est-ce que tu as encore de la place sur ton poste? Excellent. Bon, on voit ça jeudi, hein, surtout. D'autres questions? Très bien, merci. Va voir nos talks précédents en cliquant sur les petites vignettes. N'hésite pas également à t'abonner et à nous retrouver sur land.attila.org. À bientôt.